Salut Alors tout de suite, je me tourne vers mon invité unique, pour son blême hachement unique, mais hachement grave. Il s'agit de Bob Toison, dit Bobby, récemment élu à l'Académie française. C'est sûr, Franck, Oui. sûr. Une fois qu'on a compris ce que Descartes cherchait, on peut passer au grand B, découverte du cogito. La première étape dans ce grand B, c'est de savoir comment il va faire, quelle est sa méthode. Vous l'avez compris, Descartes va utiliser une méthode générale dans toute la connaissance qu'on a appelée la mathésis universalis. Mais comme en mathématiques, on a besoin d'un point de départ sûr, on a besoin d'un principe ou d'un axiome. Comment trouver ce principe ou cet axiome alors qu'il y a tellement d'opinions différentes en philosophie? C'est ça la question que Descartes cherche à résoudre. En effet, on pourrait dire que le point de départ de toute philosophie, c'est un certain scepticisme. Prendre conscience que Descartes ne dit pas comme Hegel, ne dit pas comme Marx, ne dit pas comme Aristote, ne dit pas comme Galilée, ne dit pas comme Saint-Augustin, ne dit pas comme Averroès, etc., etc. Presque à chaque auteur, une philosophie. Le scepticisme, c'est la doctrine selon laquelle il n'y aurait aucune vérité accessible à l'homme. Toutes les connaissances devraient être remises en doute ou devraient être considérées comme douteuses parce qu'il est impossible d'obtenir une certitude. C'est pour ça qu'on parle de doute sceptique. Et toute la question des sceptiques, c'est comment vivre alors qu'il n'y a aucune certitude sur la vie, la mort, le bien, le mal, le juste et l'injuste. Comment acquérir le bonheur dans un monde de certitude? Pas inintéressant quand même comme idée. Alors comment mettre tout le monde d'accord? C'est ce que cherche Descartes. Et sa méthode, ça va être justement de retourner ce qu'on appelle le doute sceptique. Face à cette multiplicité d'opinions, les sceptiques disaient « on ne peut pas connaître la vérité ». Descartes va dire « utilisons le doute pour en faire une arme de vérité ». C'est ce qu'il appelle le doute méthodique. C'est un doute qui est volontaire, temporaire, qui a pour but de trouver une certitude. Comment? Le doute mis en place par Descartes, c'est une méthode qui passe en revue toutes les connaissances, qui leur fait passer une épreuve, un test, et ce test, c'est justement la mise en doute. Si cette connaissance résiste à la mise en doute, alors elle est absolument certaine parce qu'elle est indubitable. Si on ne peut pas en douter, eh bien tout le monde l'accordera et elle pourra servir de premier principe fiable, certain, à toute connaissance. Elle sera universelle et elle pourra être accordée par tous. Maintenant, voyons quelles sont les étapes de ce doute méthodique, petit 2 donc, mise en œuvre du doute. Vous l'avez compris, Descartes veut trouver un principe premier et pour cela, il passe en revue tous les types de connaissances pour leur faire passer un test. Est-ce qu'on peut douter ou non de telle ou telle connaissance? S'il y a la moindre possibilité, même minime, de douter d'une connaissance, alors il faudra la rejeter parce que n'étant pas absolument certaine, indubitable, alors elle ne pourra pas servir de principe premier. Indubitable, ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en doute. Si on ne peut pas le remettre en doute, c'est que c'est absolument certain, c'est que c'est absolument vrai. Donc ça pourrait être le premier principe. Mais est-ce qu'il y a une connaissance qui répond à cette caractéristique? Quelles sont les premières connaissances que nous possédons? Ce sont les connaissances des sens. L'odorat, l'ouïe, Merci messieurs, c'était très bien. la vue, Replacez-vous. Ce sera tout. le toucher, le goût. C'est à travers elles que nous avons accès au monde extérieur et c'est à travers elles que nous pouvons acquérir les connaissances. Et ce sont des connaissances absolument fondamentales parce que ce sont les connaissances qui sont considérées comme des preuves de la vérité. Dans un procès, on appelle des témoins oculaires, des gens qui ont vu la situation. Une photo, un film peut servir de preuve, etc. Quand on fait de la science, il faut trouver toujours une expérience à mettre en comparaison avec la théorie. C'est toujours donc l'expérience qui valide, falsifie la théorie. Donc, les sens paraissent être des connaissances absolument nécessaires et les premières que nous avons. Première étape, donc, est-ce qu'on peut se fier aux sens sans absolument aucun doute? Eh non. Le problème, c'est que nous avons tous fait l'expérience d'être trompés par notre connaissance sensible. Qui n'a pas observé un bâton qui apparaît brisé dans l'eau? Mais ce n'est pas parce qu'il apparaît brisé dans l'eau qu'il est brisé. Qui n'a pas été pris de confusion quand il a vu quelqu'un de loin, qu'il l'a confondu avec un autre? Qui n'a pas eu cette illusion sonore de cette sonnerie de pompier qui
en s'écartant, eh bien, n'a pas la même fréquence, etc. Bref, les illusions visuelles, les illusions sensibles sont très nombreuses. Mais s'il y a des erreurs possibles dans les sens, ça veut dire qu'on peut remettre en doute cette connaissance. Et si on remet en doute cette connaissance, cela signifie qu'elle n'est pas certaine. Alors sur le plan théorique, il ne faut pas considérer à ce stade les connaissances sensibles comme vraies. Il faut les rejeter comme fausses. Attention, c'est évidemment sur le plan théorique, Descartes ne s'arrête pas de vivre. Pratiquement, il fait encore confiance à ses sens et il dirige sa vie dans le monde extérieur grâce à cela. Là n'est pas la question, dans la vie quotidienne, pas de souci. Mais il cherche un principe absolu de toute la philosophie. Or, comme les sens peuvent nous tromper quelquefois, mieux vaut les considérer toujours faux, au moins un temps. En tous les cas, on ne peut pas les prendre comme principe absolu, certain, vrai de la connaissance. Ah, si on ne peut pas dire que la connaissance acquise par les sens est vraie, on peut dire au moins que nous avons des sensations et que ces sensations, elles passent par le corps. Donc il semble alors possible de dire que l'existence du corps est certaine. Qui nierait qu'il a un corps? Qui pourrait croire un instant que son corps n'existe pas? Ok, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial Histoire ancienne. Voilà, bonsoir, salut. Salut, merci. Salut. Over sympa de ta part.